Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire d'aujourd'hui. Je suis Véronique Allois, je suis la personne responsable commerciale au siège en Espagne. Aujourd'hui, je suis accompagnée comme d'habitude de mon collègue Agustin. Bonjour Agustin. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Eh bien, voilà, aujourd'hui, le webinaire va traiter sur les structures industrielles, les assemblages, le détail et la fabrication. Donc, on va commencer par, mon collègue Agustin va commencer par faire l'introduction de son projet à travers CIP 3D. Donc, il va faire l'exemple d'un hangar commercial introduit à travers le générateur de portique. Ensuite, il va faire son calcul dans CIP 3D. Il va exporter, il va faire l'introduction des charges dans CIP 3D pour ensuite exporter les assemblages vers CIP Connect. Et à la fin, il va vous expliquer un tout petit peu le détail et la fabrication. Pardon. Eh bien, voilà, j'ai 2 points importants à vous dire aujourd'hui. Le premier, c'est que nous sommes en train d'enregistrer la session. Si vous avez besoin de cet enregistrement, je vais vous mettre tout de suite mon mail sur le chat. Et le deuxième point, c'est que pour toutes les personnes inscrites et les assistants, nous allons avoir un 50% de remise pour l'achat des logiciels. Alors voilà, comme c'est le début de la présentation et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de rentrer, je vous rappellerai ceci à la fin. Eh bien maintenant, c'est à ton tour, Agustine, de commencer cette présentation. Merci Véronique. Bien, alors bienvenue à tous et bienvenue à ce webinaire où nous allons traiter les structures industrielles et leurs assemblages. Et pour cela, je vous propose de le faire à travers cette structure qui est un projet réel qui va se construire. Alors, on en est encore à des phases assez initiales, puisque le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage sont encore en conversation. Et cela pourrait être, par exemple, une structure tout à fait réalisable, puisque il s'agit en fait d'un hangar commercial où au rez-de-chaussée, il y aurait une zone d'exposition de voitures, type concessionnaire, et il y aurait également une partie en premier étage, alors qui ne couvre pas toute la superficie, c'est juste une partie, et ça serait destiné à des bureaux. Et donc, pour cela, CIP Ingénieur nous propose 3 programmes, dont le premier est le Portal Frame Generator, ou aussi également connu comme le générateur de portique, puisque celui-ci va nous permettre de commencer par une introduction très très simple d'un portique pour lequel je vais pouvoir calculer les pannes, les lisses, mais surtout obtenir les charges de vent et de neige que je pourrai après exporter à CIP 3D pour terminer l'introduction de la géométrie, c'est-à-dire terminer toutes les croix de Saint-André, terminer le plancher et tout ce qui ne serait pas propre au portique venant du générateur. Je pourrais également, avec CP3D, calculer bien évidemment la structure et surtout l'optimiser. Et une fois que tout ceci sera fait, je peux basculer sur CP Connect pour obtenir les assemblages, les réfléchir et les calculer pour après obtenir des plans. Donc voilà quelle est la stratégie à maintenir et je vous propose de passer tout de suite à CP Menu puisque, peut-être qu'il est déjà ouvert, voilà. Puisque en fait, c'est ici où je vais pouvoir sélectionner parmi la mosaïque de programmes que propose CIP Ingénieur, et je vais donc commencer par le Portal Frame Generator. Donc je vais commencer un chantier nouveau de 0. Je vais l'appeler par exemple hangar. Voulez-vous introduire un nouveau portique? Oui. Alors que ce soit à un versant ou à 2 versants, la dynamique est la même. Je vais directement à 2 versants. Et ici, je vais pouvoir choisir parmi des types de portiques déjà préétablis. Alors, si j'avais choisi un versant, j'aurais des portiques type un versant.
Mais par exemple, je pourrais avoir un portique type américain ou par exemple un portique en treillis, et il suffirait pour cela de changer les valeurs numériques et l'adapter à mon projet. Alors ici, moi, je vais prendre un portique rigide. Les valeurs numériques sont celles qui sont à l'écran. Alors j'ai 8 mètres de hauteur de poteau, j'ai des portiques de 20 mètres de long. Par contre, le faîtage, lui, est à 10 mètres. Voilà. Donc en fait ici, il suffit maintenant d'accepter et mon portique est créé. Alors si vous aviez plusieurs portiques à créer à côté de celui-ci, il suffirait simplement d'insérer un nouveau portique. Alors par exemple, je vais faire un versant, par exemple, et je vais utiliser celui-ci, par exemple. Et le portique vient se greffer. De toute façon, là, pour le programme, puisqu'il s'agit d'une enveloppe pour les charges de vent et de neige, ça ne pose aucun souci. Le programme n'a pas de limitation à ce sujet. Donc, je vais effacer celui-ci et je vais rester avec le mien. Alors, mon portique ici et ma structure a été réfléchie pour que le clos couvert latéral soit réalisé avec des murs. Alors, ça peut être des panneaux de béton préfabriqués. Et donc, pour cela, je peux les déclarer. Alors, je vais dire que j'ai un mur périphérique. Je vais le faire monter jusqu'à 8 mètres, qui est la hauteur de mon poteau. Je pourrais le faire plus court aussi. Et je considère que mon mur va participer au contreventement du poteau, aussi bien en flambement que au déversement. Par contre, je ne souhaite pas qu'il soit auto-équilibré. Cela veut dire que le mur par lui tout seul ne résistera pas au vent. Par contre, il va transmettre les efforts de vent au poteau. Et c'est le portique qui va se charger de reprendre tout ça. Donc, je n'active que le contreventement. J'accepte. Alors, j'ai un dessin typique d'un mur. Je fais la même chose de l'autre côté. 8 mètres. Également, ce mur va participer au contreventement et je veux qu'il reporte toutes les charges de vent au portique. Parfait. Une fois que j'ai fait ceci, il s'agit maintenant d'aller à données générales, puisque je dois continuer l'introduction de ma géométrie, ou en tout cas de mes données. Ici, je vais avoir 4 travées, c'est-à-dire le nombre de séparations qu'il y a entre les portiques. Les portiques vont être séparés de 5 mètres. Parfait. Il faut que je précise les charges en toiture. Alors ici, je suis en kilonewton. Ça peut se gérer. Si certains préfèrent travailler en kilos, ça peut se gérer et ça se change, bien évidemment. Alors je vais mettre 0,16 kilonewton. C'est un panneau sandwich avec une épaisseur d'isolant suffisamment importante. La surcharge des éléments, je vais mettre 55, alors 0,55. Je suis parti sur l'idée de 400 kg par mètre carré, puisqu'il s'agit d'une toiture non accessible sauf pour l'entretien, et 15 kg de plaques solaires, ne sachant pas trop où elles sont, mais pour l'instant, je vais considérer dans une première approche une charge surfacique. Et puis, il va falloir que je crée ici le clos couvert latéral. Alors ici, si je ne clique pas et je n'active pas ce clos couvert, cela veut dire que le programme va considérer que ici, le vent n'est pas stoppé par ce mur et que il va simplement participer au dimensionnement de la partie supérieure du portique, c'est-à-dire de ses poutres, aussi bien en surpression qu'en sous-pression, comme s'il s'agissait en fait d'une station-service ou de certaines structures que l'on peut trouver à la campagne pour garder de la paille où tout est ouvert. Contre moi ici, ce que je souhaite, c'est déclarer un couvert puisque j'ai des murs. Par contre, les murs, ce mur-là ne va pas être soutenu par des lisses. Donc, il ne serait pas convenable de présenter ici le poids des éléments et c'est pour ça que je vais mettre 0. Cela veut dire que le mur ne va pas reposer sur des lisses qui vont se décharger sur les poteaux des portiques, mais ce mur-là va reposer sur une longue grille de fondation. D'où l'apport sur les murs est nul, d'où le 0. Si j'avais des lisses, si j'avais un bardage en tôle, par exemple, ici, je mettrais le poids des éléments de mon clos couvert latéral. En ce qui concerne le vent,
puisque c'est un des intérêts du passage par le portal Frame Generator. Je vais donc cliquer dessus. J'ai une multitude de pays. Ici, ce qui va m'intéresser, c'est de présenter la norme française avec l'Eurocode. Mais vous voyez que vous avez aussi l'ancienne norme, la neige et vent 65, avec ses annexes de 2009. Ça peut être utile si vous avez une expertise. Je vais considérer je souhaite considérer la diminution que me permet l'Eurocode concernant les coefficients directionnels, puisque le vent ne souffle pas dans toutes les directions, et enfin si, mais il y a quand même des directions prioritaires, hein, et donc l'Eurocode en tient compte, et je vais mettre un angle par rapport au nord géographique de 30 degrés. Alors si cela est un peu confus, il y a une aide contextuelle ici. Cela veut dire que mon bâtiment ici, par rapport au nord géographique, a un angle de 30 degrés. Et donc cela permet de réduire un peu la force du vent. Alors cette structure se situe à Reims, dans la Marne. Alors je ne suis pas obligé d'avoir la norme à côté. Je pourrais cliquer ici sur le globe et ici avoir la carte de l'Hexagone. Alors ici, Reims est ici, à peu près là où j'ai le curseur, et vous voyez que je suis dans la zone 2. Donc, je pourrais aller sur la flèche bleue, sélectionner le département, alors c'est dans la Marne, ici, le 51, et forcément, il me propose la région 2, il va me demander si vraiment je veux la région 2, oui, et cela a été réglé automatiquement. Également la zone, c'est-à-dire la zone des coefficients directionnels a été réglée puisque Reims étant dans la zone rouge, je suis dans la zone 1 et c'est bien ce qu'il m'a mis, c'est-à-dire région 2, zone 1. Donc ça c'est réglé automatiquement. Je peux aussi régler la catégorie du terrain. Alors ici, je suis sur une zone urbanisée ou industriel. Et si ce n'était pas le cas, il suffirait ici de choisir quelle est la catégorie avec une aide contextuelle qui me permet de me souvenir en fait de ce que je suis en train de cliquer. En ce qui concerne l'orographie, alors l'Eurocode demande trois types d'orographie. En tout cas, on peut le présenter de trois façons. Ici, vous pouvez choisir la façon marquée, alors avec la possibilité de bien préciser si vous êtes en ascendant, descendant ou type colline, mais vous pourriez également le faire comme le permet l'Eurocode en type complexe. Alors moi, je vais marquer une orographie marquée de type pleine. Vous pourriez jouer sur la période de service si le maître d'ouvrage le souhaite. Les ouvertures, c'est très important. Le programme permet de gérer toutes les ouvertures. Il n'y a pas de limite puisqu'en fait, vous allez déclarer une position, aussi bien PH, c'est position horizontale et position verticale. Et à partir de cette position, vous allez déclarer les dimensions des portes ou des fenêtres. Donc là-dessus, il suffirait d'introduire peu à peu ces ouvertures et le programme tiendra compte de leur présence pour le calcul du vent latéral, aussi bien en surpression qu'en sous-pression. Alors, je peux, donc ici, je vais accepter. Et le vent déjà a été déclaré. Je vais faire la même chose avec la neige. Alors, si j'ai un doute, je vais voir la carte de la neige. Ici, je suis dans une zone blanche, c'est A1, puisque c'est Reims. Donc, je vais laisser la région A1. Je suis environ à 80 mètres d'altitude topographique et je peux gérer des paramètres de type exposition du vent. Je vais laisser une normale, je vais considérer que je ne veux pas protéger. Mais le concepteur pourrait également choisir les conditions exceptionnelles, c'est-à-dire si il souhaite calculer en tenant compte d'une chute de neige exceptionnelle couplée à une accumulation exceptionnelle de neige, comme le demande ou le permet la réglementation, et également si de la neige due à de la pluie est tombée sur, si de la glace est tombée sur de la neige. Et donc ici, vous pourriez, euh, selon le concepteur, activer ces deux conditions que je vais laisser ici en blanc puisque après, quelque chose qui n'est que intéressant pour la présentation puisque c'est juste une fenêtre pour informer. Et ici, je peux
présenter à travers les états limites ce que fait le programme. Alors c'est juste informatif. Je sais que dans certains programmes, cette phase est assez délicate à gérer. Chez CP Ingénieur, tout est fait automatiquement. Vous avez ici à l'ELU, et puis je pourrais vous le montrer aussi à l'ELS, les différentes situations créées par le programme et comment le programme va affecter hum, chaque hypothèse simple, comme par exemple les charges permanentes ou le poids propre, comme par exemple la précontrainte ou des charges accidentelles également, si vous souhaitiez en apporter, et comment il va les pondérer avec des coefficients partiels de sécurité et les coefficients de combinaison. Donc vous avez tout ça ici, tout ça sort de la norme. Et en fait, moi, tout ce que je vais faire, c'est dire combien, quelle charge j'ai et où. Et le programme va se gérer d'affecter les différents coefficients et de combiner tout ça. Donc ici, ce qui me reste à faire par contre, c'est préciser les catégories d'utilisation puisque je suis sur un toit et j'accepte. Et en fait, tout est fait. J'ai déclaré mon vent et ma neige. Alors, je vais maintenant aller à édition de panne. Que je choisisse panne ou lisse, la dynamique va être la même, mais je vais choisir panne puisque les lisses, le clos couvert latéral est couvert par un mur. Je pourrais gérer ma flèche en fonction du concepteur et de ce que sa norme exige. Je vais considérer un nombre de travées. Alors ici, je vais prendre 3, c'est plus pratique. Enfin, euh, on arrive à des profilés plus optimisés. Et vous pourriez choisir le type de fixation. Alors, en fonction de ce que vous voulez faire. Moi, ici, comme j'ai des panneaux sandwich, je vais utiliser une fixation rigide. C'est tout à fait raisonnable. Il suffira juste après que je mette un détail sur les plans. Alors, en ce qui concerne le dimensionnement, alors ici, vous voyez IPE 80. Il suffit de cliquer dessus. Alors d'abord, je vais peut-être choisir le bon acier. Bon, on descend celui-là, pourquoi pas. Vous voyez ici que j'ai différents types de matériaux. Alors j'ai les aciers laminés, les reconstitués soudés et j'ai les aciers formés à froid. Alors je pourrais choisir par exemple des double T ou des C simples et ici j'ai toute une gamme qui me permettrait de choisir ce que je veux et le programme me calculera tous les profilés et me dira celui qui passe et celui qui ne passe pas, aussi bien avec des reconstitués soudés et aussi avec des profilés peut-être plus, enfin qui s'utilisent aussi très souvent pour des pannes, c'est-à-dire des oméga ici, ou des profilés en Z. Bien, alors moi ce que je vais prendre c'est ceci. Je vais accepter. Alors, je vais laisser un IPE 80 et lui me dira s'il passe ou pas. Alors, je vais dimensionner. Alors, ça va prendre une vingtaine de secondes, pas plus, puisqu'en fait, il les calcule tous pour me proposer euh, toute la liste et ainsi, moi, je pourrais décider celui qui me convient le plus. Même si je sais que je ne vais pas prendre un IPE 600. Voilà, on y est presque. Et donc là, vous voyez ce qu'il me propose. Ici, l'IPE 80 ne passe pas à cause de son taux de résistance qui est dépassé. Par contre, l'IPE 100 passe. Alors ici, je pourrais choisir. Alors je vais choisir le premier. J'accepte. Ce dimensionnement, c'est fait avec une séparation de 1 mètre. Alors 1 mètre, ça fait très resserré. Peut-être que je peux dimensionner cette fois avec un IPE 100 la séparation la plus optimale. Alors il me dit que en fait la plus optimale c'est 1,20 m. Bien, pourquoi pas. Alors je sais que le IPE 100 passe avec 1 m
20 de séparation. Ce qui est également possible, c'est que vous imposiez votre séparation, par exemple 1,30 m, et que là, vous dimensionnez le profilé. Et de cette façon, vous auriez une séparation adéquate au panneau que vous allez installer. Et comme c'est très rapide, puisque ça prend une vingtaine de secondes, je vous le présente. Voilà, alors l'IPE 100, logiquement, ne passe plus. Je vais prendre un IPE 120 et cette fois, je vais garder, même si je pouvais l'optimiser, mais je vais garder ma séparation de 1,30 m. Donc, j'accepte. Ici, le programme va me permettre de consulter ce qu'il a fait. C'est-à-dire que voilà la note de calcul de cette panne. Alors, il y a 5 pages. Et là, vous avez la description du profilé et surtout tout ce qu'il a calculé. C'est-à-dire, ça c'est une dynamique chez CIP. Les notes de calcul sont très détaillées. Vous avez ici ce qu'il fait, le voilement de l'alme engendré par l'aile comprimée, par exemple. Vous avez ici la, la norme que vous avez choisie et l'article sur lequel il repose tous ces calculs. Et donc ici, vous avez la note de calcul complète. Vous pourriez l'exporter soit en PDF, soit en Docs et faire vôtre ce document en y mettant le logotype de votre bureau d'études et ainsi le faire vôtre en fait. Bien, alors je vais l'accepter et voilà, j'ai mes pannes, c'est parfait. Alors tout ceci a l'air très intéressant, mais surtout ce que j'ai généré et ce qui m'intéresse, c'est ici, si je représente les charges, par exemple, je vais laisser le premier portique vu et j'ai généré tout ce vent et toutes ces neiges. Alors par exemple, ici, je vais prendre le premier, le vent à 0 degré, j'accepte, j'accepte. Alors, c'est discret, mais pour cela, il suffit d'aller aux échelles. Et comme il s'agissait du premier, je vais juste changer l'échelle et la monter à 10. Donc voilà, là vous avez la poussée du vent, aussi bien en surpression qu'en sous-pression des différents éléments. Et là, vous pouvez constater que le vent a été pris en compte au niveau du latéral et que ce vent sera reporté sur les poteaux des portiques. Je pourrais avoir exactement la même chose, par exemple, pour la neige, par exemple, le redistribution 1. Alors, je vais également changer l'échelle. Redistribution 1, il s'agit de celui-ci. Et là, vous voyez bien comment la neige a été redistribuée par l'effet du vent sur un pan de la couverture. Et donc tout ceci, lorsque je vais basculer sur CP3D, c'est surtout ça qui est intéressant, puisque tout ça va être déjà fait par les quelques clics que j'ai fait devant vous. Donc, si je suis satisfait par les pannes que j'ai introduites, je peux désormais aller à Export vers CP3D. Alors, il va me rappeler le profilé. Parfait. Et donc là, ce qui m'intéresse, c'est commencer déjà à préparer l'exportation. C'est-à-dire, je peux envoyer soit des poteaux, des portiques biarticulés ou bi-encastrés. Là, je vais tout envoyer encastré. Je peux me préoccuper des longueurs de flanquement ou pas. Je vais ne pas les générer puisque j'aimerais après vous parler euh, d'un module qui est apparu il y a quelques mois déjà et qui est très, très intéressant pour le calcul au flanquement. Je vais tout envoyer, pas simplement un portique isolé, et je ne vais regrouper aucun plan, bien que je le pourrais, mais pour la présentation, c'est très commode de ne pas le faire, donc j'accepte. Alors là, ce sont les questions typiques. Voulez-vous garder le chantier créé, tout ça? Parfait. Et là, ce sont les premières fenêtres de l'exportation. Donc, il faut que j'accepte. Je pourrais changer le nom. Et voilà ce que j'ai. Donc ici,
c'est vrai que ce sont que 5 portiques, mais c'est surtout toutes les charges de vent et de neige qui sont ici présentes et que je peux consulter en allant à Ouvrages, Données générales. Alors ici, je pourrais changer mes différents matériaux, hein. Euh, je pourrais changer également mes normes, hein. Ici, par exemple. Par exemple, pour les aciers à froid, je pourrais prendre ici différentes normes. Bien, je vais laisser celles qui sont là. Je pourrais également me préoccuper du séisme dynamique, c'est-à-dire ici, je pourrais présenter selon l'Eurocode 8 les actions du séisme, bien qu'à Reims, il n'y en ait pas, mais le programme permet de le faire. Je pourrais tenir également en compte la résistance au feu. Alors pour l'acier et pour le bois, mais bon, ici, je vais présenter l'acier. Je pourrais décider quelle est la résistance requise, par exemple 90 minutes, et comment je vais la réaliser. Alors, par exemple, avec des plaques de carton-plâtre, ou cela pourrait être une des options que vous avez là. Bien, une fois que ceci a été fait, je dois aller à état limite. Non, pardon, puisque ça, c'est la même fenêtre qui est plus informative. En fait, là, je retombe sur ce que je vous ai présenté tout à l'heure. En fait, c'est ici, hypothèse additionnelle. Et ici, vous voyez que j'ai déjà le poids propre automatiquement, mais j'ai surtout les 12 forces de vent, hein, les 12 charges de vent, pardon, et j'ai les 3 neiges, la neige normale avec 2 redistributions. Et donc, je vais ici présenter une nouvelle catégorie d'utilisation puisque je vais présenter un étage, donc qui sera pour des bureaux. Et vous voyez qu'ici, j'ai une surcharge de type B qui a été générée. Alors, je dois présenter tout de même le fait que j'ai des charges permanentes. Alors, j'ai un, parfait. Alors, où est-ce qu'elle va être et combien sera sa valeur? On le verra tout à l'heure, puisque là, tout ce que je fais, c'est dire que je vais avoir une surcharge, dans ce cas que je projette, de type B et qui va s'appeler Q1. Et voilà. Donc j'accepte. Je pourrais également gérer ici mes contraintes au niveau du sol parce que CP3D permet de calculer également les fondations, c'est-à-dire vous pourriez rentrer euh, des semelles filantes ou des semelles isolées avec leur poutre de redressement ou des longs greens. Donc ici, en fait, j'ai tout déclaré, j'accepte et il s'agit en fait maintenant de terminer le chantier. Alors, pour cela, j'ai toute une multitude d'outils ici qui se présentent à moi et je vais directement aller à barre, nouvelle barre. Alors, cette fenêtre, je vais l'expliquer dans quelques secondes. Là, tout ce que je vais commencer à faire, c'est à introduire mon fêtage, mes pannes sablières, pardon. Et en fait, il suffit de constituer euh, l'ouvrage tel que vous l'imagineriez. Alors, je ne souhaite pas faire la même chose de l'autre côté puisque j'ai des outils qui me permettent de copier. Alors, je vais copier les barres et les nœuds, celui-ci. Je vais prendre un point de référence, je vais l'emmener là et je l'ai directement. Je peux travailler en 2D, c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, fenêtre, ouvrir nouvelle. Euh, cette option est très commode, les autres marchent parfaitement aussi, mais disons que celle-ci va me permettre de sélectionner 3 points, puisque 3 points non alignés, et de considérer. Voilà, donc j'ai ce portique créé. Je vais aller en 3D et je vais créer le portique numéro 2. Parfait. Et puis, c'est suffisant pour commencer à créer mon plancher. Alors, je vais aller au portique numéro 1, barre, nouvelle, et je vais commencer, par exemple, par créer ces barres que je vais déclarer tous les 5 mètres. Et donc, vous voyez que c'est aussi simple que ça.
Je retourne. Alors non, je vais peut-être commencer à créer mon premier étage. Parfait. Alors en 3D, voilà ce que j'ai réalisé. Je vais aller au portique numéro 2 et je vais ici introduire mes petits poteaux pour après terminer ma série de poutres. En 3D, voilà ce que j'ai fait. Je vais créer un nouveau plan. Alors là, c'est sans limite, hein, il suffit d'en créer autant que vous voulez, puisque je pense qu'il est plus intéressant ici de présenter le plancher. Voilà, alors je termine. Vous voyez la dynamique. Alors je ne vais pas rentrer tout le chantier, puisque c'est un travail qui est assez répétitif, mais l'introduction des barres serait comme vous êtes en train de le voir. Ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer par contre comment charger le plancher en charge. Alors les charges qui sont venues du générateur de portique étaient celles du vent et de la neige. Par contre, au niveau du plancher, il n'y a rien. Et vous pourriez introduire des charges sur des barres si vous avez le temps de faire une déchante de charge ou si le projet est ainsi réfléchi, sur des nœuds. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de travailler avec des panneaux. C'est-à-dire, je vais en fait définir, alors, je vais recommencer, voilà, ici. Et donc ici, ce que j'ai défini, c'est un panneau. Je vais cliquer pour que apparaisse mon sens de décharge. Et là, je vais présenter mes hypothèses. Alors, j'ai un poids propre. Je considère que mon poids propre va être de 4,5 kN. Je vais présenter, parce que je l'ai présenté tout à l'heure en le générant, maintenant je vais présenter les charges permanentes, par exemple 2 kN. Je vais présenter par exemple la surcharge d'exploitation de type bureau et je vais par exemple présenter 500 kg. Et voilà. Et donc, ce qui s'est passé en fait, c'est que, alors je vais voir hypothèse vue, par exemple, je vais prendre la surcharge d'exploitation de type bureau. Et voilà, le programme en fait, moi j'ai créé un, un panneau et il s'est chargé de faire la répartition des charges et après ces charges retomberont sur les poteaux et ainsi de suite. Mais ça a été fait automatiquement. Bien, alors la dynamique ici serait la suivante. Je vais juste prendre quelques secondes de plus pour créer des croix de Saint-André parce que j'aimerais vous parler des éléments qui sont simplement en traction. Voilà. Alors je vais également les copier juste pour vous rappeler qu'il y a cette option qui est très pratique puisque ici je vais prendre par exemple ce point de référence et je vais l'emmener ici et mes croix de Saint-André ont été placées de chaque côté. Donc c'est l'introduction est très rapide. Alors, il y a une autre façon d'introduire la géométrie qui serait la suivante. Importer les fichiers DXF et DWG. Le travail que vous auriez réalisé dans un programme de dessin, type AutoCAD par exemple, serait tout à fait exploitable par SIP 3D. La grande différence que vous auriez, puisqu'il faut être sincère aussi, vous n'auriez pas les charges de vent ni de neige. Donc, le gain de temps est à valorer par le concepteur. Soit il est intéressant pour lui de tout bien définir sur AutoCAD et de basculer déjà tout fait, ou il est peut-être préférable de passer par le générateur de portique et d'avoir les fameuses charges de vent et de neige sur tout le bâtiment. Mais ça serait une autre façon. Bien, ici, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de commencer à décrire ma structure. Alors pour cela, je vais aller à décrire
Pas tout à fait. Je vais aller à grouper puisque je n'ai pas envie de décrire élément après élément. J'ai envie de travailler par famille et je vais décider de regrouper ces poteaux-là et je vais dire que c'est un groupe. C'est-à-dire que tous les changements qui seront apportés à un élément affecteront tout le groupe. Je vais continuer par exemple. Alors ça, c'est vraiment au choix du concepteur. Là, je le fais de cette façon. Parfait. Et je vais également regrouper mon compte présentement. Parfait. Et voilà. Parfait. Donc, je pourrais faire la même chose avec les poutres du plancher et les poteaux du plancher, mais la dynamique étant la même, je préfère cette fois vous présenter d'écrire. Alors, d'écrire, par exemple, ici, en cliquant sur les poteaux du portique, je vais tomber sur une fenêtre que je vous avais dit que j'allais vous présenter et qui est en fait celle-ci, qui est exactement, enfin, qui est très ressemblante à celle que nous avions lorsque nous choisissions les matériaux pour les pannes avec le générateur de portique, puisqu'il s'agit ici de choisir avec quel type de matériaux je veux travailler. Vous avez même le bois et l'aluminium. Vous pourriez également ici choisir les différents profilés. Et en fonction de ce que vous choisissez, vous avez plus ou moins de richesse. Alors là, par exemple, je vais cliquer les cornières. Là, j'en ai qu'une, mais j'ai toute une série et le programme va m'optimiser en fonction de mes choix. Donc, je vais choisir ici, par exemple, un HEB et je vais choisir un 280. Et toutes ces barres ont été affectées par ce choix. Par exemple, pour les poutres du portique, par exemple, je vais prendre un IPE et je vais prendre un 300. Alors, le prédimensionnement ne doit pas non plus être trop préoccupant. Il s'agit quand même de donner des profilés logiques, puisque vous y passerez beaucoup moins de temps après à optimiser la structure. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de vous présenter le contreventement, puisque ici, le programme permet de travailler avec des tyrans, mais il faut présenter bien le fait que c'est un tyran, c'est-à-dire que leur comportement ne va être que en traction seule, hein, comportement seulement traction. Et par exemple, je vais prendre des cornières symétriques et je vais prendre par exemple un 45,5. Ce qui va en fait me générer des hypothèses non linéaires et une analyse non linéaire de ma structure qui va être beaucoup plus précise et qui va être très intéressante pour l'analyse au flambement que je vais vous présenter tout de suite, puisque un des paramètres les plus sensibles pour une structure en acier est le flambement et le déversement. Alors en ce qui concerne le flambement, il y a deux voies qui s'offrent au concepteur. Soit c'est alors je vais cliquer sur par exemple ce poteau, soit c'est la voie qui est la plus empirique, c'est-à-dire je vais choisir un coefficient bêta en fonction de ces petits symboles qui sont dans la littérature et dans tous les livres de structure, et en fonction des appuis, je choisis. Ou alors, si j'ai une finesse parce que j'ai un peu d'expérience ou parce que un autre programme m'indique les coefficients, je pourrais ici rentrer, ou un calcul à la main par exemple, je pourrais préciser des valeurs un peu plus fines que des bons de 0,5, 0,7, 1 ou 2. D'accord? Ici par exemple, je pourrais mettre 1,15. Mais cela reste quand même des valeurs qui sont très sensibles. Et donc le programme, depuis depuis moins d'une version d'ailleurs, c'était en 2024, permet une analyse au flambement, une analyse de flambement, et il faudrait calculer ce chantier. Alors ça prend quelques minutes, hein, ça prend 5-6 minutes, en tout cas pour ce chantier, et vous auriez les bêtas directement
correspondant à la géométrie de votre structure et au déplacement réel des nœuds. Donc c'est vraiment une approche qui est réaliste. C'est une approche qui se fait avec une analyse non linéaire. Donc c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps qu'une analyse linéaire, mais le gain en qualité est excellent, puisqu'ici il n'y a plus aucun doute et surtout ces coefficients vont être calculés et vous aurez des profilés qui seront optimisés. Alors, ce que je peux faire également, c'est les vues en 3D. C'est très pratique puisque j'ai ici ma structure et par exemple, je vois ici clairement que ce poteau n'est pas du tout comme je le souhaite, hein, j'aimerais le retourner, également les poteaux du plancher. Alors, et puis il me manque les nœuds en pied de poteau. Alors, je vais aller ici à barre et je vais décrire position. Je vais prendre ces poteaux-là et je vais dire que je vais les tourner. Je pourrais les tourner suivant un angle, mais ici, alors ça se voit aussi là, vous voyez que ces poteaux ont été retournés et ça se voit aussi dans la vue en 3D. C'est très pratique. Et ces poteaux ont été retournés et c'est exactement comme ça que je veux que se fassent les choses. En ce qui concerne les nœuds, alors je peux choisir des nœuds avec par exemple les liaisons extérieures et je vais décider que ce nœud-là, celui-ci et celui-ci, eh bien, je pourrais choisir quelle est la liaison extérieure. Alors, je pourrais tout encastrer comme les autres pieds de poteau. Ici, je vais les articuler, mais ça, c'est au choix du concepteur. Alors, une fois que j'ai fait ça, il faudrait que je calcule. C'est-à-dire, j'irai ici, je cliquerai, et je vais le faire, calculer les contraintes et déformations. Et ici, vous avez comme vous avez choisi de calculer les tirants seulement en traction, vous avez donc la possibilité de calculer selon une analyse linéaire ou non linéaire. Pardon, c'est pas ou, c'est et. C'est une analyse linéaire et une analyse non linéaire pour les éléments qui seraient simplement en traction. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez soit vérifier vos profilés, donc le programme n'optimisera pas automatiquement, mais il vous dira ce qui passe et ce qui ne passe pas. Comme ça, vous aurez une liberté totale. Mais si vous préférez qu'il fasse le dimensionnement automatiquement, vous pourriez le faire avec une de ces deux options et d'un coup, vous auriez les profilés optimisés. Alors, avec le calcul en flambement et le calcul de la structure, j'en ai pour 5-6 minutes avec la machine que j'ai. Donc, pour un webinar, c'est trop long et je vous propose donc d'aller chercher exactement le même chantier. Alors, je l'ai terminé, c'est vrai, je vous le présente tout de suite. J'ai juste terminé le contreventement en toiture, je l'ai mis de chaque côté et puis, pour le reste, c'est exactement la même chose. Alors, je crois que ça apparaît ici. Oui, j'ai juste aussi, ici j'ai mis des HEB, ce qui paraît raisonnable, mais ici, pour après avoir plus de jeu pour les assemblages, j'ai mis un tube. Bien, c'est en fait les seuls changements et puis j'ai calculé. Donc, une fois que vous avez vu passer la barre d'avancement, euh, vous obtenez une fenêtre de calcul avec toutes ces informations activées. Et le premier jeu, en fait, là où on va tous, c'est vérifier les éléments. Et vous voyez que tous les profilés passent. Alors, c'est pas toujours comme ça. Ici, dans un souci d'efficacité, j'ai déjà optimisé ma structure. Mais par exemple, ici, imaginez que ce poteau apparaîtrait en rouge. Cela voudrait dire tout simplement que la section que j'aurais introduit au début était trop peu importante pour que le profilé passe. Imaginez que j'aurais mis un HEB 100, eh bien, le poteau serait apparu en rouge, mais par contre, cette liste serait exactement la même. C'est-à-dire que je n'aurais plus qu'à choisir le profilé qui m'intéresserait le plus. Alors, vous voyez qu'ici, je pourrais l'optimiser et passer à 280. Après, c'est le choix.
de chaque concepteur. Ça serait exactement la même chose pour les poutres. Par exemple ici, j'ai mis un 280, j'aurais pu descendre jusqu'à un 240. Bon, après, il faut voir aussi les assemblages. Et ça, ça sera aussi avec CP Connect. Mais disons que la dynamique est celle-ci. Vous, vous auriez à cliquer sur les barres qui sont en rouge pour voir quel serait le premier profilé qui passe et choisir celui qui vous intéresse réellement. Vous pourriez également, par exemple, avoir la déformée. Alors ici, par exemple, je peux avoir les déformés suivant les hypothèses simples, alors toutes les hypothèses, mais également je pourrais, par exemple, avoir selon l'ELU, avec les différents coefficients. Hein. Là, ce sont toutes les combinaisons que le programme a réalisées, et tout ça s'est fait automatiquement. Hein. Moi, j'ai juste dit que j'avais une surcharge d'exploitation, une charge permanente et un poids propre, et lui se charge de combiner tout ça. Et par exemple, si je laisse celle-ci, hein, je vais en prendre une au hasard, celle-ci, je pourrais par exemple avoir une animation. Alors, tout ceci, en fait, ça permet de comprendre la structure. C'est peut-être très agréable à voir, mais l'intérêt de ceci est de voir, de combiner tous ces outils, puisque vous avez ici une échelle de valeurs, enfin une échelle de couleurs qui va vous permettre de voir quelle est la partie qui se déforme le plus. Je dis cela parce que parfois, hein, il est possible qu'après avoir calculé, vous ayez des profilés qui peuvent vous surprendre parce que un nœud a été mal dessiné et subitement un poteau passe à, par exemple, un HB 800. Et c'est juste pas possible. Donc, euh, tous ces outils, en fait, vous permettent de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de se passer dans votre modélisation pour être certain que ce que vous avez obtenu comme résultat est vraiment ce que vous vouliez réaliser. Donc, ici, la déformée est très pratique pour voir comment se comporte votre structure. Vous avez également, par exemple, les déplacements. Si je clique, alors c'est la dynamique la même, hein, soit j'ai des hypothèses simples, soit j'ai des enveloppes. Et si je clique sur une barre, je pourrais avoir ici les différents déplacements au nœud avec aussi bien les déplacements que les rotations. Alors, je pourrais continuer, hein, je pourrais cliquer ici par exemple, et ainsi obtenir les déplacements. Je peux également obtenir les réactions, c'est très demandé. Par exemple, si je souhaite obtenir par hypothèse simple, en cliquant sur un nœud, voilà quelle est la descente de charge exclusivement due au poids propre. Mais si je souhaite, par exemple, avoir la descente de charge que va reprendre ma semelle, eh bien, je clique sur enveloppe et la voici. Alors tout ceci, après, on peut l'obtenir de façon beaucoup plus organisée dans des documents de type PDF ou Word que je vous montrerai dans quelques secondes. Je peux également aussi avoir les efforts. Alors par exemple, je vais ici les moments. Alors ici, alors je les vois tous. Si l'information est trop dense, vous pourriez très bien travailler sur des plans qui ont été créés précédemment. Et là, par exemple, si je choisis seulement les barres sélectionnées et les enveloppes et consulter les valeurs, je vais donc pouvoir, après c'est une question d'échelle, mais je vais pouvoir consulter par exemple ici mon moment en Y et en fonction de la cote à laquelle je suis, j'ai une valeur MY. Je pourrais aussi associer ça avec un effort normal. Bien, disons qu'ici, le concepteur a toute l'information pour dominer sa structure. Une fois que tout ceci a été fait et que vous vous êtes convaincu que ce que vous avez modélisé et surtout calculé est ce que vous vouliez réellement faire, vous pouvez passer au récapitulatif. C'est-à-dire là, la structure serait prête. En récapitulatif, ici, vous avez d'une façon très organisée, alors ça ressemble à un petit livre, l'option d'obtenir
ce que vous voyez ici en fait. Soit vous avez bon, les données de l'ouvrage, les différentes états limites avec les situations de projet, la géométrie de votre structure. Vous pourriez demander ici les charges que vous avez appliquées, mais également les résultats dans chacun des éléments qui ont été calculés. Donc ici, ce que je vais ici accepter. Alors, j'ai accepté assez peu. Hein, j'ai juste demandé les normes, les états limites et la géométrie, mais ça fait déjà 12 pages. Si j'avais demandé les résultats, ça aurait été un petit peu long parce que je crois me souvenir que si je demande absolument tout, j'en ai pour 300 pages de récapitulatif. Donc ça, c'est vraiment une dynamique de CIP, d'être totalement transparent dans ce qu'il fait et ainsi euh, ouvrir presque les entrailles du programme à travers ces récapitulatifs. Puisqu'ici, tout y est. Et ceci, comme je vous disais, avec le générateur de portique, vous pouvez l'exporter en PDF, en docs et euh, l'obtenir pour un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre, en y mettant votre logotype en tout début et ainsi faire vôtre ce document, tout simplement. Bien, une fois que vous avez obtenu ces récapitulatifs, vous pourriez obtenir des plans. Alors, les plans vont être en fonction des vues 2D que vous avez créées. Alors ça doit être un des tests que j'ai fait, et donc normalement, on n'arrive pas comme ça. On arrive avec une situation totalement vide, et il suffit d'aller au signe plus. Vous allez obtenir des vues 3, enfin la vue 3D, mais également toutes les vues 2D que vous avez créées. Alors ici, cela va dépendre, plus vous en avez fait, plus vous aurez de l'information. Ici, j'en ai écrit que 4. J'accepte. Le périphérique de sortie, soit c'est DWG, soit c'est DXF ou un autre périphérique que vous ayez installé dans votre ordinateur. J'accepte. Et donc là, je vais voir tous les détails et voilà ce que j'ai. J'ai ma structure en 3 dimensions et j'ai mes différents portiques que j'ai créés. Alors, je me répète, plus vous allez en créer, plus l'information ici sera riche, mais disons que il suffirait désormais de tout envoyer de tout garder et cette information est parfaitement lisible par un programme de dessin. En tout cas, une fois que vous avez calculé et optimisé, une fois que vous avez obtenu les récapitulatifs et obtenu les plans, il s'agit maintenant de calculer les assemblages. Alors, les assemblages ici, je vais tout de suite basculer sur CP Connect puisque c'est un programme qui est exclusivement réfléchi pour cela, mais il faut basculer l'information sur le BIM Server Center. Alors, je vais lier ce programme, enfin cet ouvrage. Alors en fait, ici, ce que je vais faire en sélectionnant un projet, c'est surtout créer un nouveau projet. C'est comme si je créais un fichier. Alors je vais l'appeler hangar commercial. Alors le type de projet, je vais dire générique, c'est juste pour nous, non visible aux autres utilisateurs, il n'est pas ouvert à une collaboration, mais vous pourriez, c'est-à-dire que si vous travaillez avec d'autres professionnels qui s'occupent par exemple des installations, de l'électricité, de l'isolement, eh bien vous pourriez travailler de façon collaborative et ainsi optimiser vraiment un travail en équipe. Alors j'accepte. Et voilà, en fait ici, la seule chose que j'ai fait, c'est créer un fichier qui s'appelle hangar commercial. J'accepte. Et désormais, le fichier, le fichier étant créé, je vais partager cette information et le grand intérêt, c'est d'exporter les efforts vers les assemblages puisque comme ça, je pourrais les calculer. Donc, j'envoie tout ça là-bas. Et c'est fait. Ce chantier est désormais sur le nuage du BIM Server Center. Je vais désormais ouvrir mon programme de CP Connect. Je vais créer un nouveau chantier.
Alors, je vais l'appeler hangar, pourquoi pas. Et cette fois, je vais sélectionner ce que j'ai laissé sur le BIM server. Donc, ici, je vais prendre celui-ci. Je vais l'importer. Alors, ça paraît étrange d'importer la seule chose que j'ai là, hein, de devoir cliquer. Mais rappelez-vous qu'ici, vous pourriez avoir une multitude de contributions, comme je viens de dire, des tuyauteries d'air conditionné, de la plomberie. Enfin, ici, tous les corps d'État pourraient participer et contribuer à un projet global. Donc ici, il y aurait un sens à importer juste une information et pas l'autre. Voilà, alors là, ce sont tous les profilés qu'a reconnu le programme. Tout cela vont être importés, c'est parfait. Et voilà, ceci est le CP Connect, qui est un programme, comme je vous le disais, exclusivement réfléchi pour calculer les structures, alors les modéliser et les calculer et obtenir des plans d'assemblage. Alors ici, vous avez toute une partie qui va permettre de créer des nœuds depuis rien, en fait. Il est également possible d'utiliser CP Connect en ne venant pas de CP 3D, mais alors c'est possible, hein. Le désavantage, c'est que vous n'avez pas les charges. Et surtout, vous n'avez pas toutes les combinaisons de charges et vous ne sauriez pas quelle est la charge dimensionnante. Donc, en ayant ce flux de travail avec les trois programmes, ce que vous faites surtout, et c'est le grand intérêt, c'est que chaque fois, vous, vous passez de programme en programme en ayant toutes les charges. Alors ici, je vais aller éditer. Alors, je vais par exemple prendre celui-ci. Voilà. Alors, c'est le fameux poteau carré que je vous avais dit pour donner un petit peu de jeu. Alors, le voici. Vous avez une multitude d'outils qui vont vous permettre euh, de modéliser votre nœud. Alors, la première des choses, c'est arranger un peu la géométrie. Alors, je vais ajuster la barre. Donc, l'opération va être ici et le détail est sur cette partie de la fenêtre où je vais en fait dire je vais ajuster la barre P1 à la barre V3. Alors, vous voyez que le P1, c'est recroquevillé. Je pourrais très bien le laisser comme ça et mettre une plaque par-dessus et après la réfléchir autrement. Mais cette fois, moi, j'ai envie de l'emmener vers la plus éloignée et de lui donner une petite marge. Hein, vous avez vu qu'ici, j'ai rajouté un petit centimètre pour la soudure. Parfait. Je vais désormais ajuster, puisque vous voyez qu'à l'intérieur du poteau, c'est pas très clair. Je vais désormais ajuster cette fois le V3 au poteau 1. Alors, il s'est mis à sa place puisque, alors, ici, voilà, à la face la plus proche, parfait. Et comme tout ceci va être soudé, eh bien, j'ai la possibilité ici directement de créer des soudures. Alors, je pourrais ici décider si elles sont à gauche, à droite ou des deux côtés, hein, avec différents paramètres, si elles sont de type K, ou les bords, par exemple, si ce sont des bords droits, convexes, concaves. Si elles vont être réalisées sur chantier ou sur ou en atelier, et également la gorge. Donc tout ça, ça va être soit un travail de concepteur déjà maintenant, si vous savez déjà ce qu'il faut faire à peu près, soit tout simplement calculer et après corriger le tir. Mais en tout cas, le jeu est le suivant. Il va falloir que j'arrange les deux éléments V1 et V2 de la même façon, ajuster barre. Je vais ajuster cette fois le V1 au P1 et je vais souder tout ça. Alors, par défaut viennent les ailes et l'âme, mais moi, dans mon modèle, j'avais dit que j'avais une articulation ici, donc je vais juste souder l'âme. Comme ici, il s'agirait de faire la même chose pour le V2, alors je peux soit recommencer, soit copier les opérations et dire que finalement, cette fois, ce n'est plus le V1, mais je vais travailler avec le V2 et le tour est joué. Alors ici, il faudrait aller à calcul et calculer les contraintes et déformations. Ça prend
2 minutes à peu près, plus. Bon, ce que je vous propose, c'est d'accepter ceci. Vous voyez le nœud qui a été modélisé, certes non calculé, mais je vais cette fois vous parler de celui-ci. Alors celui-ci, il faudrait faire exactement la même chose. Le fait que là, je n'ai pas un poteau carré ou un poteau, si, il était carré, ne change absolument rien. Ce sont exactement les mêmes opérations. Il faudrait faire la même chose. Par contre, ce qui m'intéresse, si j'ai le temps après, peut-être que je pourrais le faire, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de résoudre le même que je viens de vous proposer, mais avec des platines. Donc, je vais commencer ici d'abord par ajuster ma géométrie. Je vais ajuster le P1 au V3, comme tout à l'heure. Parfait. Mais je souhaite l'ajuster à la face la plus éloignée. OK? Et je vais cette fois introduire une platine frontale. Alors, vous voyez qu'ici, chaque fois, ça va s'adapter, hein. Je vais avoir donc le V3 sur le P1 et je veux à la face la plus proche et je vois tout de suite apparaître ma plaque. Alors, ici, je veux un 275, par exemple une épaisseur de 15. Je vais lui donner un débord pour qu'il soit vraiment ajusté à l'aile. Alors ici, peut-être que c'est un peu trop. Bon, je vais laisser à 0. Voilà. OK, ouais, sauf que j'aurai un problème pour souder. Alors, je vais le laisser ici à 1 et je vais reprendre l'ajustement en fait de mon poteau et ici, je vais le faire pousser un peu et voilà. Donc là, j'ai fait pousser mon poteau pour que la plaque s'ajuste aux critères de la soudure qui va arriver plus tard. Et comme vous voyez ici, il s'agit de s'ajuster peu à peu. En ce qui concerne la géométrie, c'est fait. Alors les vis, il va falloir que je les présente. Alors je vais introduire une vis, par exemple ici à 60 et 60. Alors la voici qui apparaît. Alors je vais copier cette information et cette fois, alors vous voyez que, oui, je vais copier cette information et je vais la mettre à 0. Donc voici ma deuxième vis. Donc ça va assez vite, hein. Ici, je vais la mettre à moins 60. Parfait. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, de façon symétrique à lame. Donc là, je vais mettre moins 60. Je vais prendre le deuxième et je vais le copier. Et celui-là, en fait, il faudra que je mette ici moins 60. Et voilà. Donc, j'ai mes différents boulons. Bien évidemment, les boulons, il faut que j'y réfléchisse. Je peux choisir alors la série qui m'intéresse le plus, hein. Je vais laisser celle-là par défaut. Par contre, je vais mettre un diamètre de 18. Alors, vous voyez tout de suite que leur diamètre augmente en temps réel, hein, et que s'il y avait un problème, puisque l'un viendrait se superposer à l'autre, euh, vous le verriez tout de suite. En ce qui concerne les matériaux, ici, pareil, je vais prendre par exemple du 5,6, mais vous pourriez choisir, enfin, le concepteur pourrait choisir, et il faudrait désormais réfléchir à comment va être le V3 sur la plaque. Eh bien, il va être tout simplement soudé, et c'est tout. Et le tour est joué. Je vais faire la même chose avec mon profilé, par exemple V2, mais cette fois avec une platine latérale, où je vais dire V2 sur P1. Alors, c'est pas du tout ce que je veux. Vous voyez que la platine était là-haut, mais en fait, il suffit de dire que je la veux sur lame. Parfait. Je veux un matériau de 275. Parfait. Une épaisseur, pues, ça ressemble à ce que l'on a fait tout à l'heure, sauf que cette fois, le recouvrement, je vais mettre 225. Parfait. Vous voyez la platine qui a poussé. Les vis.
eh bien, c'est la même dynamique. Là, il n'y en a que 3, donc ça va aller un peu plus vite. Je vais prendre celle-ci. Et là, je vais mettre 70. Ici, je vais mettre ici 0. Et là, moins 70. Parfait, j'ai les 3. Alors, ça a été un peu long ici. Hein, la soudure vient par défaut, elle est déjà activée. Ça a été un peu long, donc l'intérêt ici de copier les opérations et de ne pas tout refaire. Je vais ici donc copier les opérations du latéral 1 et dire simplement que c'est pas pour le V2, mais c'est pour le V1 et le tour est joué. Donc là, je pourrais accepter, enfin, la logique voudrait que je passe par calcul et que je la calcule hein, avec contrainte. Bon, je vais accepter tout ceci et la dynamique est celle-là, c'est-à-dire qu'il faudrait introduire pas à pas, mais les différents assemblages. Alors comme ça prend un peu de temps à calculer, je vous propose de basculer sur un chantier. Alors j'en ai pas fait beaucoup, hein, j'ai pas fait plus que ce que j'ai fait avec vous. Euh, en tout cas pas visuellement là, je vous montrerai après comment on peut gagner beaucoup de temps. Alors ici, j'ai fait ces 3 nœuds. Je vais donc par exemple éditer celui-ci. C'est exactement le même que l'on a fait ensemble, sauf que il a été calculé. Donc après avoir vu une barre de défilement passer qui n'a pas grand intérêt en fait, hein, puisque ça prend 2 minutes à peu près par nœud, vous obtenez cette, cette gamme de couleurs, hein, puisque j'ai demandé en fait un calcul de contrainte et déformation, que je peux le voir là. Je suis en train de consulter les taux de travail maximal, hein, le taux de travail maximal par élément. Vous avez une gamme de couleurs qui vous permet très vite de savoir si vous êtes dans la zone rouge, c'est-à-dire ça va pas, vous avez dépassé, ou si vous êtes trop près du 100 avec une couleur magenta. Alors, tout ceci est visuel, mais vous pourriez également l'avoir au niveau calcul. Par exemple, le profilé qui est le plus sollicité travaille à 68% et c'est exactement le P1 puisque c'est la couleur orange et je suis bien entre 60 et 80. Vous avez ici le cas de charge, c'est-à-dire la combinaison qui provoque ce taux de travail si élevé et vous avez la même chose pour les soudures. 77%, ça devrait être un orange et la voilà, en fait, elle est là. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, il suffit ici, par exemple, pour les soudures, alors déjà de cliquer sur ce que vous voulez, ici soudure, et puis là, en bas, vous avez toutes les soudures qui ont été calculées, et par exemple, l'ajustement 3, l'aile inférieure frontale, je souhaite calculer ceci, et enfin vérifier ceci, et je peux voir quel est le calcul qui a été réalisé en cliquant sur aperçu avant information. Donc, c'est un peu la dynamique que je vous ai présentée jusqu'à présent. Vous avez le titre du calcul, la norme qu'il est en train d'utiliser avec l'article et le calcul tout à fait détaillé. Alors, ceci est pratique dans le sens où s'il y avait un élément qui ne passe pas, vous pourriez voir très vite et de façon ponctuelle, hein, de façon discrète, le problème et agir dessus. Par contre, si tout passe, vous avez une façon d'obtenir tout ça de façon beaucoup plus organisée, c'est-à-dire vérification. Et là, vous avez tout ce qui a été fait par le programme concernant ce nœud. Et donc, vous avez toutes les justifications ici qui sont, je le répète, exportables en docs et ceci pourrait, par exemple, tout à fait être envoyé à un bureau de contrôle et ainsi justifier un nœud qui considérerait qu'il doit l'être. Alors, une fois que ceci a été vérifié, il s'agirait d'aller là, hein, ce nœud qui était celui que je vous avais dit qui était exactement pareil, puisque la seule chose qui change, c'est le profilé en H
eh bien, je pourrais également le calculer. Alors ici, forcément, les résultats vont être différents. Ici, tout est plus vert. Bon, ça veut simplement dire que le profilé en H était peut-être plus logique, mais la dynamique est exactement la même puisque vous avez ici les différents profilés, les différentes soudures et la possibilité d'obtenir les vérifications. Alors, il y a également celui-ci avec les plaques. Alors, c'est exactement celui qu'on a fait ensemble. Calculer. J'aurais dû cliquer sur contrainte des formations et vous aurez eu, après 2 minutes à peu près, pas plus, ce résultat-là. Bien, une fois que vous avez calculé les nœuds, il est également possible, et ça je souhaite y passer quelques secondes, puisque très souvent, vous allez refaire à peu près les mêmes nœuds, c'est-à-dire vous aurez des nœuds de fêtage, vous aurez des nœuds de sablière, et il est possible, par exemple, pour ce nœud-là, qui commence à être un peu tendu, là, puisque vous voyez que j'ai les deux profilés avec leur jarret, j'ai le poteau qui arrive, j'ai la poutre fêtière qui est ici, puis j'ai les deux contreventements. Donc là, il faut y passer un petit moment. Mais imaginez que vous aviez déjà fait ceci sur un autre chantier et qu'il se trouve que c'est à peu près la même chose ou la même chose. Ce que vous avez réalisé peut être laissé sur une bibliothèque qui est dans votre disque dur et ainsi alors ça, ce sont tous les nœuds que j'ai réalisés et ainsi les importer. C'est-à-dire là, par exemple, j'ai un nœud acier-bois. Ici, j'ai autre chose. Alors, c'est pas forcément compliqué, mais c'est long. Ça peut prendre 10 minutes à faire ça. Alors, si vous l'avez déjà fait, autant le réutiliser. Alors ici, le nœud, moi, qui m'intéresse. Alors, il y en a de tous les types, hein. Vous pourriez faire celui-ci. Vous pourriez, par exemple, faire ce nœud-là qui est propre à la version 2025, puisque des tubes ont été rajoutés et, euh, et il y a plus de choix. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce nœud-là. Alors, je reconnais que je me suis fait plaisir, hein, puisque ici, j'ai découpé les tôles, j'ai créé des nouvelles barres pour venir greffer mes contreventements. Bon, euh, disons que ce que j'ai voulu vous montrer ici, c'est la force de calcul de ce programme, puisque en fait, travaillant avec des éléments finis et un moteur de calcul qui est l'OpenSys, qui est d'une université américaine, il n'a pas de limite. Et il faut simplement avoir un peu de patience à rentrer chacune des opérations. Donc, d'où l'intérêt de travailler avec une bibliothèque. Donc, j'accepte. Donc ici, je vais importer ce nœud-là. J'accepte. Et c'est fait. C'est-à-dire que cet horrible nœud qui m'aurait pris bien 10 minutes, si vous avez fait un, un chantier ressemblant à celui-là, eh bien, vous pouvez utiliser l'information que vous avez déjà réalisée. Alors ici, je vais changer quand même un peu la présentation. Bon, c'est juste visuel. On dirait que c'est un char. Voilà. Alors ici, euh, on reprend un peu les proportions. Et ce nœud, en 2 clics, parce que vous l'avez déjà réalisé, peut être réutilisé. Donc c'est très pratique. J'accepte et le voilà qui apparaît. Et là, il suffirait de le calculer. Alors j'en aurai encore pour 2 minutes, hein. C'est rare que ça prenne plus de temps. Mais en tout cas, ce qui est intéressant désormais, si tous les nœuds avaient été réfléchis et calculés, alors je vais le faire pour celui-ci, puisqu'il a été calculé, serait de commencer à préparer la sortie graphique, c'est-à-dire mes plans. Donc pour cela, j'ai Feuille, l'onglet supérieur Feuille, et j'ai une multitude d'outils qui vont me permettre de gérer ma sortie graphique. Alors, indépendamment des styles, c'est-à-dire je pourrais gérer le style de ligne, si je veux qu'apparaissent des traits continus en pointillés, si par exemple je souhaite gérer mon texte,
si je n'aime pas l'Arial et je souhaite changer à une autre type de police. Eh bien, indépendamment de ces options qui sont très intéressantes, puisque une fois que c'est réglé, par exemple les cotes, eh bien, le travail est personnalisé. Hein, là, par exemple, au niveau des cotes, je pourrais décider comment je vais les voir ou comment je veux qu'elles apparaissent. Mais disons que ce qui m'intéresse ici, c'est d'aller sur scène 3D et de partir sur vue prédéfinie. Alors, ce format de papier peut être changé, puisque ici, par défaut, je suis en DIN A3, mais je pourrais très bien dire finalement que je suis en DIN A2. Ouais. Alors, ça va me permettre d'avoir toute l'information sur une seule feuille. C'est pour ça que j'ai voulu changer. Alors, je reviens à mon insérer les vues prédéfinies. Voilà les vues qui viennent par défaut par le programme. On peut en rajouter, il n'y a pas de souci, mais voyons déjà ce qu'il nous donne. Et vous avez ici l'information du nœud. Alors ici, je le refais. Je suis allé, parce que je suis peut-être allé un peu vite, je reviens sur insérer vue prédéfinie. Je peux choisir ici l'aspect. Alors soit ce sont des monochromes comme ce qui était là, mais ce qui est vraiment intéressant comme concepteur, c'est de passer en image vectorielle, puisque en fait, ce seront des éléments qui seront parfaitement lisible par des programmes de dessin comme AutoCAD, et chaque élément fera partie d'une couche, et chaque élément sera soit des lignes, soit des éléments d'AutoCAD. Et donc, c'est très intéressant de le mettre en image vectorielle. Bien, là, je redemande tout. Parfait. Euh, Ici, j'ai tout ceci qui a été fait, mais je peux quand même le personnaliser. C'est-à-dire, d'abord, je peux éditer cette vue. Et si je considère qu'elle n'est pas comme je le souhaite, je pourrais la changer d'orientation. Bien, pourquoi pas, ça se fait. Bien, mais ce qui m'intéresse surtout ici, c'est de préciser ce qu'il y a. Par exemple, en étiquette, imaginons que je vais prendre celui-ci, eh bien les boulons, en cliquant dessus, je vais dire, alors là j'ai cliqué sur la barre, hein, sur le latéral, parfait. Je vais cliquer ici sur mes boulons, voilà mes boulons. Alors si l'information se chevauche, il suffit simplement de déplacer celui qui dérange et de l'envoyer autre part, par exemple ici. Je vais continuer, je pourrais très bien dire, ben voilà, ça c'est un profilé qui s'appelle P1 et c'est un 260. Je vais par exemple présenter mes soudures, voilà. Et donc, le détail de finition est vraiment propre à celui qui le fait. Le programme vous facilite énormément la vie avec toutes ces vues qui peuvent être augmentées hein, suivant le choix du concepteur malgré tout, mais ici, vous pouvez avoir une finesse de travail, hein, de plan euh, qui est celle que vous voyez en fait. Je pourrais également travailler les cotes, hein, par exemple celle-ci, et dire par exemple ça, eh bien c'est un 260. Alors peut-être que j'ai cliqué pas tout à fait où il fallait, mais ici par exemple je pourrais mesurer quelle est la cote ou quelles sont les mentions ici. Voilà. Donc c'est ce que, pardon de me répéter, mais finalement c'est un outil qui va vous permettre de façon très 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 rapide d'obtenir le détail de tous les nœuds, d'absolument tous les nœuds, et de préparer la sortie graphique en sachant que malgré tout, tout ceci va pouvoir être envoyé. Alors, une fois que c'est fait, je vais pouvoir ici imprimer. Alors, je vais juste imprimer celui-ci, bien que je pourrais en avoir autant qui ont été calculés. Je vais choisir ici une sortie, par exemple DWG, et je vais accepter. Il faudrait peut-être que je lui donne un nom. Par exemple, nœud 1.
Et voilà ce qui a été envoyé sur AutoCAD, c'est-à-dire tel que je l'ai laissé. Et là, c'est vraiment le règne d'AutoCAD. Et là, vous pouvez vous constituer vos plans avec tous les outils d'un programme de dessin. Mais disons que AutoCAD, lui, CIP vous a permis d'obtenir tous ces nœuds et de préparer l'antisale de l'exportation. Et donc, pour faire un résumé finalement, pour obtenir tout ça, il a fallu passer par le portal Frame Generator qui nous a permis de générer les charges de vent et de neige, ce qui nous a enlevé un gros problème et surtout un grand gain de temps. Euh, euh, nous avons tout basculé sur CP3D pour terminer la structure, la calculer et optimiser. Et une fois que tout ceci a été optimisé, je peux déjà avoir les justifications des profilés installés, enfin en tout cas optimisés par CP3D, et également des plans. Et puis, une fois que tout ceci a été fait, je bascule sur CP Connect pour avoir le calcul des assemblages et les plans pour pouvoir présenter à un maître d'œuvre ou à un maître d'ouvrage. Et donc, en ce qui me concerne, s'il y a des questions. Merci, Agustin. Excellente présentation, comme d'habitude. Eh bien, je vais voir parce que, une toute petite seconde, les questions, il n'y en avait pas beaucoup trop de questions. Voilà, j'ai quelqu'un, il y a une seule question pour l'instant. Je vois que vous avez ajusté manuellement l'assemblage avec le tube P1, mais pourquoi ne passez-vous pas par une reconnaissance automatique? Je sais que CP3D peut générer des assemblages soudés ou Oui, boulonnés de manière automatique. oui, oui. Est-ce qu'on voit mon écran? Oui, Ok, parfait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, il a fallu faire un choix dans cette présentation, c'est vrai. CP3D a ici un onglet qui est assemblage, c'est vrai. Alors, si vous voulez, on peut le faire, hein. Il suffit pour cela. Alors, est-ce que j'ai la version calculée? Oui. Alors, il suffit là de les éditer, hein. En fait, on les édite. Assemblage dimensionné, ça prend quelques secondes, et on aurait les assemblages calculés. Alors, il faut comprendre l'historique du programme, en fait. CP3D, il y a une vingtaine d'années, puisque ce programme n'est pas récent et il a la force de l'expérience, s'appelait Metal 3D, et il a eu un tel succès que CP Ingénieur a réfléchi à la possibilité de calculer les assemblages. Et il est parti sur toute une gamme de bibliothèques. Alors j'espère pouvoir vous les présenter. Voilà. Alors ici, vous avez tous les assemblages qui font partie de CP3D. Alors il y a des assemblages soudés, il y a des assemblages boulonnés, et que le programme va essayer de faire coller à votre structure. Par exemple, si cet assemblage correspond et peut être utilisé pour un des nœuds de votre structure, il le sera. Et effectivement, le programme va faire toute la partie, alors, par exemple celui-ci, qui a été calculé, ça a été fait automatiquement. Ce nœud-là a été fait automatiquement. Alors, il est soudé. Je pourrais très bien le boulonner. Ah, ça va prendre quelques secondes, mais disons que le programme va aller chercher dans une bibliothèque. Sauf que il est bien compréhensible que tous les assemblages ne peuvent pas y être, surtout lorsque on ouvre la porte au bois et aux alliances acier-bois. Et donc, très vite, CIP s'est rendu compte que euh, cette solution euh, d'aller puiser dans une bibliothèque, même en l'enrichissant, allait très vite être limitée. Et par exemple, ici, pour être très sincère, ce nœud-là
a été reconnu, bien qu'il pose problème, hein, on peut l'éditer. Par contre, celui-là ne l'a pas été. Alors c'est pour ça que j'ai fait un choix pour la présentation, parce que celui-ci a été reconnu, mais celui-là non. Et c'est le simple fait ici d'être passé avec un profilet rectangulaire, alors que là c'est un double T. Donc celui-là ne fait pas partie de la base de données et il n'a même pas été retenu. Donc on pourrait éditer celui qui ne passe pas et voir qu'est-ce qui se passe en fait. Et ici, c'est très clair. Vous voyez très bien que l'âme de la poutre est plus large que l'âme du poteau. Et ça, eh ben, c'est pas clair. Et donc, le programme, là, vous laisse agir et vous avez toute une possibilité ici de changer. Ça, c'est vrai. Mais quand le programme ne reconnaît pas le nœud, eh ben, vous êtes bloqué. Donc, d'où, peu à peu, CP Ingénieur est arrivé à la conclusion qu'il fallait développer un autre programme qui, lui, travaille avec les éléments finis. Et là, le programme est infini. Alors, je crois que je l'ai encore, puisque lorsque je vais sur CP Connect, alors ici, j'ai présenté les contraintes et les formations, mais voilà quelles sont la modélisation qu'il fait. Et là, il n'y a vraiment aucune limite et ce nœud a été reconnu, certes, mais de toute façon, il l'était déjà avant, mais surtout celui-là, qui ne l'était pas, lui, là, a été reconnu et résolu. Chose que avec CP3D simplement, vous n'auriez pas pu obtenir. Une autre question, Agustine. On n'a pas trop parlé des types d'ancrage et des fondations. Avez-vous quelques exemples articulés, encastrés et calcul des scènes d'ancrage dans le béton? Oui. Alors ici, vous avez une partie inférieure qui est fondation. Ici, vous avez logiquement que les pieds, hein, que les pieds de poteau. Et vous avez donc un autre type de menu qui sont, par exemple, éléments de fondation. Nouveau. Alors, je vais rentrer des semelles en béton armé. Je vais pouvoir choisir lesquelles m'intéressent le plus. Alors, celles-ci sont les plus flexibles, hein, puisque là, je me condamne à utiliser des semelles carrées, ici des semelles rectangulaires, et ici, en fait, elles seront ce que le calcul souhaitera en fonction de l'excentricité de la descente de charge. Donc, je n'ai qu'à en fait cliquer, comme je suis en train de le faire maintenant. Alors, c'est assez rapide. Bon, et vous pouvez également rentrer des poutres de liaison ou des poutres de redressement. Là, moi, je vais choisir le mixte et c'est le programme qui va choisir en fonction de si la descente de charge a un moment à récupérer ou pas. Donc, moi, je vais ici rentrer mes différents éléments. Alors bon, ça, c'est un peu exagéré. Et il suffirait de compléter ici avec ce qu'il reste. Et je pourrais également calculer. Alors ici, je vais par exemple dimensionner. Alors je vais dimensionner rapide. J'espère que ça devrait pas prendre plus d'une dizaine de secondes. Voilà, ça a été calculé. Parfait. Alors je vais prendre celle-ci qui a une plaque qui vient d'un nœud reconnu par CP3D et je vais donc l'éditer. Alors je vais éditer la semelle. Et donc, j'ai ceci. Alors là, c'est autre chose, hein, c'est un module qui est commun avec CPCAD, si quelqu'un le connaît ou si vous avez vu des présentations. Et là, vous pourriez parfaitement changer la géométrie. Par exemple, ici, j'ai mes aciers, j'ai des semelles de 70. Imaginez que le géotechnicien vous dise il faut des semelles de 1 mètre. Bon, bah parfait, on va lui mettre 1 mètre. Et donc, forcément, il est très probable que l'acier proposé par un premier calcul ne soit plus le correct, puisque il y a des histoires de ratios. Donc, je vais dimensionner, et effectivement, il y a des ratios qui ne passent pas, des longueurs d'ancrage qui ne passent pas. Alors là, par exemple, vous voyez le minimum et ce que vous avez atteint. La longueur d'ancrage, vous avez ici 0, et il faudrait au moins atteindre, suivant les armatures, 28
cm. Bien, alors ici, il suffirait d'aller à armature et vous pourriez changer. Alors ici, par exemple, si c'est pas tous les 21, je vais mettre tous les 15. Alors, ce que je suis en train de faire en direct, c'est vraiment le travail d'un concepteur. C'est-à-dire, ça a été calculé, ça passe pas, et on corrige. Je vérifie. Ça passe toujours pas, mais en tout cas, j'ai augmenté, et ainsi de suite. Là, par exemple, je pense que je vais prendre du 20. D'accord. En tout cas, la dynamique est celle-là. Là, je le fais un peu, comment dire, à la va-vite, parce que s'il y a d'autres questions, mais j'espère que j'ai répondu à la question. Ça serait de, ici, alors je vais mettre des crosses aussi. Voilà. Et j'accepte. Et là, ça passe. Évidemment, peut-être que si j'avais pris le temps de lire calmement, il m'aurait dit que c'était la partie supérieure qui ne passait pas. Mais là, ça passe. Il est vrai aussi que j'ai mis du phi 20 partout, tous les 15, et que peut-être je pourrais optimiser. Ça, par exemple, ces ancrages, je pourrais un peu les réfléchir. Mais disons que là, ça serait avec un peu plus de temps. Mais la dynamique serait celle-ci. Et tout ceci, bien sûr, vous pouvez obtenir la justification et obtenir les plans. Alors, on va le faire, il suffit d'aller sur le plotteur. Et cette fois, bon, je vais peut-être demander la structure également, celle de tout à l'heure, mais je vais surtout demander les plans de fondation. Et là, vous avez, alors ici, j'ai cette fondation inachevée, certes, mais surtout, vous avez ici le détail, aussi bien des long greens que des semelles. Alors, ah bah tiens, voilà celle que j'ai retouchée. Et ici, vous avez déjà un récapitulatif des différents éléments que vous allez obtenir pour pour tout le chantier, hein. C'est-à-dire pour la semelle N1, bah, c'est ce que vous avez. La semelle N6, vous avez le diamètre, les longueurs, bien. Et tout ceci est exportable, bien évidemment. Une autre question, Agustine. La sortie des plans de fabrication directement de CIP peut intégrer un cartouche personnalisé dès la sortie de CIP? Oui, oui, oui. Alors, si vous me dites CIP, alors c'est ici. Alors, je vais enlever celui-là pour aller plus vite. Alors, non, c'était avant. Ici, cartouche. Alors, juste avant quand vous sélectionnez quel type de plan vous voulez et avant d'accepter, pour les voir, ici, vous avez la possibilité de cartouche. Alors, soit c'est un cartouche déjà prédéfini de type CIP, soit c'est un cartouche vide que vous pouvez rajouter et en fait, c'est le vôtre, tout simplement. Ici, il faudrait le télécharger, mais sinon, vous avez un cartouche. Alors, autant utiliser celui-là puisqu'il est déjà fait. Et j'accepterai. Alors ici, je remplirai les différents éléments. Hein. Par exemple, l'architecte, je vais mettre archi, par exemple. Et vous le voyez ici discrètement apparaître, mais avec plus de précision, vous auriez celui-ci. Mais si vous avez le vôtre, bien évidemment, on peut l'intégrer de la façon que j'ai montré tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a d'autres questions, mais on ne va pas pouvoir les répondre toutes. Est-ce qu'on pourrait, avec CIP 3D, introduire des dalles à la structure? Alors, des dalles. Des dalles.
Ce que l'on peut faire avec CP3D, j'ai CP Connect. Ce que l'on peut faire avec CP3D, c'est créer un plancher comme je l'ai fait là, c'est-à-dire en donnant la charge de ce plancher, les différentes charges d'exploitation, le poids propre, etc., et considérer que c'est un diaphragme rigide, c'est-à-dire que les nœuds qui arrivent sur ce plancher sont complètement coactionnés et que ils n'ont pas une liberté totale comme s'il s'agissait d'un nœud fêtier, par exemple. Ça, c'est possible. Maintenant, si vous voulez rentrer les dalles comme peut-être, je ne sais pas si l'utilisateur a ça dans l'esprit, mais comme apparaît dans CP3D où les planchers, non pas CP3D, CPCAD, pardon, où tous les planchers sont déjà définis comme des dalles alvéolaires, comme des planchers unidirectionnels ou des planchers réticulés, là non. Là, on ne pourrait pas. Il faudrait déclarer le plancher selon les charges qu'il apporte et contrôler les nœuds à travers le diaphragme. Si vous souhaitez, par contre, si vous me parlez d'un radier, là non plus. Il faudrait passer par CP3D. Là, ce que je peux faire avec CP, ce sont des semelles, soit filantes, parce que je peux en unir plusieurs poteaux. Par exemple, là, je vais le faire avec plusieurs amorces. Alors, ça va être un peu grand parce que ça n'a pas été réfléchi pour ça. Mais là, par exemple, je peux faire des semelles filantes, mais ce n'est pas une dalle de type radier. Non. Il faudrait passer par SPCAD. Et quelqu'un, bon, la dernière question que nous allons lire nous dit, la question était plutôt de voir le calcul des ancrages et platines en liaison avec le béton. Ah, pardon, Et pardon. avant, ok. On va le voir tout de suite. On va prendre celui-là. Alors là, il faudrait éditer. Non, il faudrait éditer l'assemblage, puisque là, on serait sur un assemblage. Éditer celui-là. Alors, je le fais à travers CP3D. J'espère que c'est bien le programme que l'utilisateur souhaite que je présente, parce que la même chose pourrait être réalisée, enfin la même chose, au contraire, avec plus de liberté sur CP Connect. Mais ici, je pourrais parfaitement gérer ça. Par exemple, je pourrais, pour la plaque, ici, éditer la plaque et décider, 24 mm, c'est peut-être pas euh, très fréquent, peut-être 25. Peut-être que je pourrais rajouter des raidisseurs. Alors là, j'en ai deux, mais je pourrais ici en rajouter deux de l'autre côté et ils sont apparus. Et par exemple, les boulons, je pourrais par exemple, au lieu d'une longueur droite, je pourrais par exemple les mettre à 90 degrés. Et quels que soient les choix que je fasse, de toute façon, après, le jeu n'est pas de dimensionner puisqu'il va utiliser la descente de charge euh, d'origine pour me recalculer ce nœud comme si je n'avais rien fait. Ce qu'il faut là, c'est vérifier pour qu'il considère mes choix et qu'il me dise s'il passe ou il ne passe pas. Là, par exemple, la plaque d'ancrage ne passe pas et il me dit, bon ben, les lancements des raidisseurs parallèles à X, ça passe pas. Il faudrait que je retouche ça. Mais disons que la dynamique serait celle-là. Bon, eh bien, voilà, il n'y a plus de questions. Si vous avez des questions qui n'ont pas été répondues, vous m'envoyez un petit mail sur le mail que j'ai envoyé à tous, veronica.loire@cip.com. Je profite pour vous rappeler, nous avons comme d'habitude enregistré la session. Vous pouvez me demander l'enregistrement et sachez que pour tout autre achat, vous avez un 50% de remise pour ces logiciels-là. Je remercie infiniment Agustin de ta présentation. Merci à vous, surtout Véronique et tous ceux qui m'ont écouté. On vous remercie votre assistance à tous et on vous souhaite une très bonne journée. Merci et à la prochaine. Merci, au revoir. Au revoir.